Bonjour, très chers compatriotes gabonais. Vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par David Mbirakouma. Il vous souviendra qu'il y a un passé relativement récent où j'ai participé à plusieurs émissions en ma qualité de consultant à Gabon 24 et nous avons eu pour problématique la gestion des bassins versants au sein de notre capitale. Et là, vous avez ce bassin versant-là qui traverse le PK en passant par Plein-Ciel. Et vous voyez bien comment ce dernier est obstrué par le mauvais traitement, le mauvais entretien de ce bassin versant. Et ici, il vous souviendra que à chaque saison de pluie, c'est pratiquement tout l'arrière de PK là-bas qui est obstrué. Et j'ai fait plusieurs reportages là-dessus pour attirer l'attention du pouvoir public. Et là, je reviens également aujourd'hui pour faire constater l'état d'insalubrité de ce bassin versant qui obstrue aujourd'hui la coulée des eaux. Et vous le voyez bien, nous sommes dans le quartier de l'actuel Premier ministre. Nous ne savons pas trop quelle est l'équipe qui est chargée justement de l'entretien de ces ouvrages. Et d'ailleurs, même lors de mes débats également, j'avais eu en face de moi plusieurs directeurs des travaux publics. Donc là, vous pouvez le constater. Au lieu de profiter pendant cette période-là pour pouvoir justement essayer de nettoyer ce bassin versant, eh bien, ils attendent la période de pluie pour une fois de plus laisser les populations à leur tristesse s'inonder. Et nous n'allons pas nous arrêter là parce que l'intérêt de ce reportage est plutôt de l'autre côté. De l'autre côté où il y a une voie de dégagement et qui est en train d'être construite par le CTRI. Une voie de dégagement en train d'être construite par le CTRI qui va permettre également de non seulement améliorer la fluidité des usagers, mais je crois de régler la problématique de cet enclavement du quartier de PK. Et là, je vais vous montrer cette voie-là. Vous savez, pendant que je cherchais quelques-unes des personnes malveillantes cherchent à saboter les actions de la transition, eh bien, nous avons choisi de faire autrement, de montrer ce qui s'est fait par la transition. Vous le savez tout comme moi qu'il n'y avait pas cette route-là. Il y avait des maisons d'habitation et depuis l'arrivée du CTRI, eh bien, cette route-là est en train de voir le jour. Plusieurs habitants ont été déguerpis et dédommagés pour laisser la place à cette voie. Et cette voie est en train d'être aménagée. Mais quand cela ne tient, il y a déjà une certaine fluidité. Et nous ne cesserons jamais de le dire que la route reste un facteur majeur du développement, un facteur d'accélération des échanges de marchandises, des flux de capitaux et de personnes. Et là, pour le moment, vous voyez ce projet ainsi, mais d'ici 7 à 8 mois, eh bien, vous aurez là une belle route carrossable en toute saison. Parce que nombreux sont ceux qui continuent à dire que depuis 9 mois, ils ne voient rien. Je ne sais pas si nous sommes dans un même Gabon pour ne pas voir ce que nous voyons. Voilà, donc c'est là où
ce bassin versant-là va poursuivre sa coulée d'eau. Donc, toute cette zone-là sera certainement cassée, avec la route également, pour faire passer ces eaux-là, pour poursuivre leur ascension vers l'un des plus grands bassins versants, c'est-à-dire du côté de Nzanyon et la Ramboué, pour atterrir certainement vers le bord de mer là-bas du côté de Janeboy. Je voudrais donc attirer l'attention des populations gabonaises de ne pas se laisser distraire. Nous avons suivi hier avec beaucoup d'intérêt une vidéo directe qui a été commise par Jonas Moulinda concernant la situation du petit frère de Thibaut Adjatis, ce compatriote dont nous regrettons l'arrestation, sinon l'incarcération, et puis les traitements inhumains ou dégradants dont il a fait l'objet. Mais jusqu'à présent, nous savons trop bien qu'est-ce que ce jeune compatriote a pu faire. Quelles sont les charges qui lui sont reprochées. Mais nous savons tout de même qu'il a été victime de traitements inhumains et dégradants. Et nous ne pouvons que nous insurger contre le traitement qui a été infligé à ce compatriote gabonais par rapport à la violation de ses droits et garanties judiciaires. Mais je voudrais tout de même recuser l'attitude de Jonas Moulinda. L'attitude de Jonas Moulinda qui est à plaindre. Voilà. Qui est à plaindre. Donc je vous disais, ici c'est les grands ouvrages qui sont en train d'être faits ici, du côté de PK. Donc là, vous voyez bien ce qui se passe ici. Ça, c'est la face cachée du CTRI. Ah, voilà, là, il y a mon petit frère qui m'a d'ailleurs reconnu là-bas. Donc, là, c'est la face cachée du CTRI. Eh bien, ces gens-là travaillent sans trop faire du bruit. À l'ombre des caméras, à l'ombre des projecteurs. Et demain, les gens diront qu'ils n'ont rien vu. Et pourtant, ces grands ouvrages-là nécessitent quand même des investissements assez colossaux. Parce qu'il s'agit non seulement de déguerpir les populations, mais encore mieux de les reloger et de leur permettre d'être relogés dans des endroits moins enclavés. Donc, je vous montre tout simplement ce qui se fait ici dans les PK. Donc, le CTRI, bonjour, poursuit son bonhomme de chemin dans le cadre des investissements à caractère social pour améliorer significativement les conditions de vie existantes des populations. Donc, c'est le même bassin versant de PK qui finira par atterrir ici. Et là, les travaux sont effectués par une société. Donc, une société qui poursuit justement ce schéma directeur des infrastructures. Il y a certainement les chefs de ce chantier qui me font appel. Je vais répondre à leur appel. Oui, chef, bonjour. Comment ça va? Oui. Ah, pardon? D'accord. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. Oh, vous avez raison, totalement raison. Merci. Voilà, donc je disais que ce sont les responsables de la structure et qui me demandaient de respecter un certain nombre de mesures de sécurité. Voilà, donc je continue mon périple et de l'autre côté,
c'est le domicile de mon oncle Mengoma Tom qui vient de décéder. Le général Mengoma Tom que nous avons connu depuis les années 1990, qui s'est fortement battu avec le général Eyege aux côtés du père Paul Mbabesso. Ce sont les pionniers de nos valeurs démocratiques. Ce sont eux-là qui ont fait des véritables fronts de bataille pour l'avènement d'une véritable démocratie et pour le respect de la souveraineté justement des différents électeurs que nous sommes. Donc je reviens sur ce que je disais hier, que j'ai suivi le dialogue de Jonas Mulenda avec Thibaut Adjatis et mon frère Wilfried Kametatou au combat. Le fait dommageable, c'est que Jonas Mulenda, je ne sais pas quel est son intérêt d'avoir cette haine viscérale contre le dictateur actuel de pouvoir, c'est-à-dire Brice Oligui Nguema. Je ne sais pas quel est son véritable problème. Et c'est le même cas pour Wilfried, c'est le même cas pour, non pas Wilfried, c'est le même cas pour FBI. FBI, dont Wilfried Okumba posait la question de savoir quelle était sa relation avec le détenteur du pouvoir. Malheureusement, FBI s'est acharné, ne voulant pas nous expliquer quelle est la difficulté qu'il a eu avec le général de brigade, alors que ces deux personnages entretenaient de très bonnes relations. Donc, ici, comme je vous le disais, je suis au domicile de mon oncle, le général Mengoma Tom, qui est décédé. Et là, il y a des travaux de réhabilitation de sa maison qui sont en train d'être faits en attente justement de son arrivée. En attente de son arrivée, je vous disais, le général Mengoma Tom, qui s'est beaucoup battu pour l'avènement de la démocratie pluraliste au sein de notre pays. Mengoma Tom, qui est un acteur politique que nous avons connu au Morena de Bicheron à l'époque du père Paul Mbabesso, avec Jean Yegendon, également un autre général. Donc il s'agira pour moi de venir rendre un hommage particulièrement appuyé à ce haut gradé de notre administration militaire. Et d'ailleurs, le général Mengoma Tom fut ministre. Et l'un de ses fils, Didier Mengom, est mon meilleur ami. Didier Mengoma Tom. Nous l'avons appris ensemble au lycée Léomba. Et je vais vous raconter une anecdote où un jour le général Mengoma Tom me trouve avec Didier Mengom dans son salon VIP. Nous étions en 6e au lycée Léomba, très jeune. Le plus vieux s'appelait Ossou Musclor. Il avait 15 ans en 6e. Nous étions dans les 10 ans, 11 ans. Et le plus petit, c'était Ariel, il avait 9 ans. Et d'ailleurs, c'était le premier de la classe de toutes les 6e avec 16 voire 17 de moyenne annuelle. Et on a créé ce qu'on appelait la 4e classique. On prenait tous les premiers et deuxièmes de chaque 5e. Ce jeune juif de 9 ans qui était passant en classe de 5e avec 16, presque 17 de moyenne, on va le parachuter en 4e en sautant la classe de 5e, et en 4e, il va encore avoir une moyenne de 15 à 16 moyenne au premier trimestre. Et son père va l'envoyer en France. C'était vraiment génie, et c'est ce compatriote-là, ce juif-là qui m'a appris à aimer la lecture. Parce qu'il avait toujours devant lui un livre. Toujours. Et c'est pourquoi vous ne me verrez jamais sans un livre à la main. C'est grâce à ce jeune compatriote. Et le général Mengoma Tom me trouve dans son salon VIP
réservé au chef de l'État de l'époque, Omar Bongo Ondimba. Et il demande à son fils Didier Mengom que mais qu'est-ce que tu fais dans mon salon VIP avec ton ami? Et Didier lui dit, papa, laisse-nous tranquille. Nous, on est en train de suivre le film et puis on veut boire un jus. Et voilà comment le Mengoma tombe, le général, va donner de l'argent à Didier Mengom pour nous acheter des rafraîchissements. Et c'est ainsi que nous sommes restés là à boire et à manger. Et un autre jour, mon frère Didier Mengom, bonjour, comment ça va? Ça va, okay. Mon frère Didier Mengom devait justement prendre la communion et le baptême. Et ce jour-là, nous sommes allés au CDB avec ces 300 000 costumes, avec les filles blanches, parce qu'il n'y avait pas le lycée français à l'époque. Nous avons bu, nous avons mangé. Et il m'a donné 50 000 francs. Il me dit, ça c'est l'argent de mon costume que j'ai mangé. Mais demain j'irai habiller simplement. Je dis, comment ça? Il me dit, non, mais tu pourras venir demain. Et le lendemain, j'arrive. Toutes ses soeurs et tous ses frères sont simplement habillés en costume, cravate, nœud. Et Didier Mengom, mon ami, d'ailleurs mon meilleur ami de toujours, il arrive avec un pantalon noir, une chemise blanche. Sans cravate, sans nœud, sans costume. Et sa mère s'est fâchée ce jour-là. Mais son père était assez tolérant, le général Mengom était assez tolérant. Et Didier Mengom va prendre sa communion. Ensuite, nous allons nous rendre à la maison où il y avait une fête. Donc, la famille Mengoma Tom, c'est ma famille. C'est ma famille. Et j'ai beaucoup de respect pour cette famille. Il est de même pour la famille Nitsa. Donc, je fais ce parallèle pour qu'on fait comprendre aux gens que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la haine. Faire la politique consiste à faire du bien aux gens. Il y a tellement de personnes désœuvrées dans le pays. Tellement de personnes en difficulté. Tellement de personnes à la recherche justement d'un peu d'humanité. Et voilà que le frère de Thibaut Adjatis, paraît-il un soutien du chef de l'État, le scrutin Olivier Ndiema, se retrouve dans les pires ennuis. Jusqu'à présent, nous savons pourquoi il se retrouve dans cette situation, avec toutes les afflictions, avec toutes les meurtrissures, avec toutes les difficultés. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'en savons rien. Certainement, il y a le secret de l'instruction, mais il y a également des choses dont nous ne connaissons pas. Nous l'avons vu avec Stempy Obama, où nous avons pensé à tort qu'il était poursuivi pour son activisme. Mais à la fin, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu une plainte contre Stempy Obama, qu'il y a eu une personne qui s'est sentie vexée, accusée à tort, qui a d'ailleurs porté plainte contre notre jeune frère. Donc, ce n'est pas bien de s'aventurer rapidement dans des analyses sans fondement. Non, ce n'est pas bien. Et nous avons ce jeune compatriote qui a fait, paraît-il, 11 jours en détention préventive. Nous le savons tous que la détention préventive, c'est 48 heures. La prolongation se fait par une autorisation expresse du procureur de la République. Le frère de Thibaut Adjatis, paraît-il, en a fait 11 jours. 11 jours de détention préventive
on peut le considérer comme une détention arbitraire, voire même une séquestration. Donc, si on veut véritablement respecter l'état de droit patriotique et républicain, il nous faut également nous arrimer à un certain nombre de valeurs du droit objectif. Et les 11 jours de frère d'Adjatis ont été un véritable calvaire pour ce compatriote. Paraît-il qu'il aurait subi des tortures, des violences et des atteintes à l'honneur, des atteintes à sa dignité, mais également à son honorabilité. Et c'est des actes que nous devons condamner, que nous ne devons pas tolérer dans une période transitoire où les forces de défense et de sécurité ont ce rôle-là de sécurisation des biens des personnes. Mais depuis un moment, on voit une certaine résurgence d'un esprit grégaire des forces de défense et de sécurité. Un esprit revanchard, un esprit vindicatif. Nous savons trop pourquoi cet acharnement contre les populations qui demain seront leurs différents électeurs, puisque ces derniers vont finir par devenir des civils pour participer au processus électoral à venir. Bonjour, c'est-à-dire être candidat aux différentes élections et poursuivre leur challenge en soutenant l'action de leur héros national, Brice Koto-Oligui Nguema. Brice Koto-Oligui Nguema ira en campagne en étant civil. Il faut que les gens le sachent. Il n'ira pas en campagne en étant militaire, c'est en étant civil. Donc les militaires doivent mettre un peu de l'eau dans leur moulin. Ils doivent mettre de l'eau dans leur moulin. Bonjour, chef. Bonjour, s'il vous plaît. Il y a une route là pour aller de l'autre côté. Pas derrière, hein? Merci beaucoup. Donc, les militaires, je le disais, que s'ils veulent vraiment rester longtemps au levier de commande pour qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle classe, comme Iloko Germain le disait, qu'aujourd'hui ce sont eux qui sont le symbole d'une nouvelle classe, de nouveaux riches. Mais pour maintenir ce train de vie dispendieux, il faut bien que l'actuel détenteur de pouvoir soit maintenu au pouvoir. Mais pour qu'il soit maintenu au pouvoir, mais il ne sera pas maintenu au pouvoir par des voies de militarisation. La militarisation de l'administration, la militarisation sous d'autres formes. Maman, s'il vous plaît, pour aller de l'autre côté, on passe par où? Oui. Je vais aller derrière là-bas. Ah, merci. Donc, vous savez, là, je suis dans un mapan, là, le PK. J'ai envie de continuer mon périple là-bas pour arriver là où les travaux s'effectuent là-bas. Donc, je disais que si les militaires veulent garder leurs privilèges, ils doivent comprendre que ce sera au prix de plusieurs efforts. Il leur faudra soutenir l'action de Brice Koto-Oligui Nguema. Or là, on voit comme un sabotage de son action. Regardez comment Jonas Mulinda arrive aujourd'hui à accuser Brice Koto-Oligui Nguema d'être acteur de tous les péchés. Les péchés de Jupiter, les péchés de Saturne, les péchés d'Uranus, les péchés de Vladimir, même les péchés de tous les criminels connus de notre pays. On accuse Brice Koto-Oligui Nguema. C'est impensable. Alors qu'il y a le principe de la responsabilité du fait personnel. Ces gens-là qui commettent des actes répréhensibles sont bel et bien connus, sont identifiés. Comment voulez-vous que Brice Koto-Oligui Nguema puisse arrêter le frère de Thibaut Adjatis alors que
le frère de Thibaut Adjatis, c'est son petit frère. Alors que le frère de Thibaut Adjatis, pire encore, est son pseudo-soutien, d'après le oui des uns et des autres. Comment est-ce que Brice Koto Oligui Nguema va arriver à torturer un compatriote? À quel moment va-t-il se retrouver dans ces geôles-là de la prison? Brice Koto Oligui Nguema, qui a pour résidence le palais et ses domiciles privés. Bon, que va-t-il faire dans les cellules de prison pour torturer les gens, pour agresser les gens, jusqu'à leur faire commettre un certain nombre de sévices corporels? Mais quelle est cette façon de vouloir nuire autrui? Je ne comprends pas. Et quand vous voyez Jonas Menda parler, mais il peut vous convaincre, effectivement, que Brice Koto Oligui Nguema serait celui-là qui serait en train de faire toutes ces bavures. C'est incroyable. Hein? Oligui Nguema ne peut pas être en même temps adjudant, bonjour au cadre, ouais, sergent, caporal, lieutenant, capitaine, colonel, etc. etc. Oligui Nguema ne peut pas en même temps être procureur. On a bien vu lors de l'arrestation, lors du jugement de Brice Lakuchelenga. Et pourtant, nous connaissons tous les relations familières entre Lakuchelenga et Brice Koto Oligui Nguema. Est-ce que vous avez vu Brice Koto Oligui Nguema s'impliquer dans la procédure? Non. Il est totalement conscient que le tribunal doit jouer son rôle. La seule chose qu'il a pu réussir à faire, c'est lorsque la vie de Lakuchelenga s'est retrouvée menacée. Et c'est son rôle. En tant que père de la nation, il a pris une mesure salvatrice de pouvoir envoyer Lakuchelenga se soigner à l'étranger en attente de la poursuite de son procès. C'est incroyable, mon Dieu. Vous connaissez bien des personnes qui arrivent à commettre tous ces actes délictuels, tous ces actes criminels. Au lieu de dénoncer ces personnes, au lieu de porter plainte à ces personnes pour leurs crimes, pour leurs délits et autres, non. Vous laissez ces personnes-là, non. C'est le détenteur de pouvoir qui a l'origine de tout. On l'accuse de tous les péchés, on l'insulte sur la toile, on l'humilie, on le caricature. On va jusqu'à dire que depuis 9 mois, il n'a rien fait. Mais depuis 9 mois, il n'a rien fait. Mais ceux-là qui étaient les dévanciers du pouvoir, que lui, il a réussi à arracher le pouvoir. Ceux-là, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Dites-nous. Le bilan est là. C'est un bilan catastrophique. C'est même pas un bilan mitigé. Les organismes financiers internationaux ont fait le bilan de 10 années en arrière de l'économie de notre pays. C'est une catastrophe. Et le pauvre hérite d'un bilan catastrophique de notre système que nous avons tous contribué à renforcer, le dispositif que nous avons contribué à renforcer les piliers. Et ce sont eux, aujourd'hui, qui accusent la junte, comme ils qualifient maintenant héros national de junte militaire, d'après Germain Iloko, ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais, conseiller du président de la République. C'est lui qui parle aujourd'hui de la recherche d'une véritable démocratie, de la recherche de l'état de droit, avec toutes les philosophies. Ils sont devenus curieusement les moralisateurs de la vie publique. Or, il y a un passé relativement récent, il était quasi impossible de critiquer l'action de ces gens-là. Tellement ils faisaient allégeance à la Young Team, des petits-enfants, leurs propres petits-fils, dont ils étaient en train de lécher les babines, en train de lécher le postérieur, en train de s'agglutiner, comme ça, là, se prosterner devant des gamins. Aujourd'hui, non. Ils ont trouvé une autre parade. Ils ont trouvé une autre parade. C'est le CTRI aujourd'hui qui est à l'origine de tous les désagréments de l'humanité. Donc la pauvreté qui sévit dans nos différents quartiers,
nos pauvres parents retraités et qui étaient sans paiement de leur indemnité de retraité, et les étudiants qui étaient sans paiement de leur bourse, et les agents publics que nous sommes qui étions sans amélioration de notre situation administrative. Là également c'est le CTRI. Mais pourtant c'est le CTRI qui vient justement de libéraliser les concours pour permettre aux agents publics de pouvoir poursuivre leur carrière. Et là d'ailleurs ce sont les membres de mon administration qui m'ont encore une fois de plus empêché de participer à ce concours là à l'ALENA pour terminer mon circuit administratif en devenant conseiller diplomatique. Où est le lien avec le CTRI? Le lien est où avec le CTRI? La route? Merci, petit frère. Où est le lien avec le CTRI? Mais à un moment donné, il faut que les gens arrivent à arrêter. Le CTRI est arrivé, il y a maintenant beaucoup de fonctionnaires. Il y a beaucoup de fonctionnaires, puisque les carrières des agents publics étaient bloquées. On a bloqué les carrières, mais pourtant il y a eu des décédés, il y a eu des mises en retraite. Et qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Ils remplaçaient le leur. Ils faisaient un remplacement numérique. Là, on arrive quand même à faire ne serait-ce qu'un minimum de semblant de concours. Pour que certains également, enfants des quartiers Matiti, Mapan, arrivent à participer à ce concours et certains arrivent à les obtenir. Le seul fait regrettable et dommageable, c'est que ces concours sont payants. 30 000, 40 000, comme à l'époque d'Ali Bongo, et ce sont des frais non remboursables. Des frais non remboursables. Maman, la route est où? Pour aller de l'autre côté là. Et ici là. Merci. Faut pas me mordre, petit Nyakwel. Donc, eux, ils mettaient les leurs. Ils font les remplacements numériques pour justement favoriser leurs copains, leurs coquins, leurs fantassins. Et ces gens-là n'ont pas été inquiétés, les anciens ministres de la fonction publique. Madeleine Hébert, avec Ogandanga et autres. Non. Et ils sont en paix. Petit frère, j'ai envie d'aller derrière là pour prendre les images de là où on travaille là. Comment je peux faire? Tu rentres comment? D'accord, merci beaucoup. Et ces gens-là, je le disais, n'ont pas été inquiétés, les anciens baronniers du pouvoir. Et aujourd'hui, au lieu que ces gens-là se taisent, ce sont eux qui narguent les populations par des interventions intempestives. Ils critiquent la transition. En 9 mois, c'est comme si on avait déjà fait même 9 ans. Mais eux, ils en ont fait 53. 53 ans. Le perroquet national, actuellement, il a la longévité de la structure gouvernementale. Plus de 20 ans ministre. À l'époque, c'est Zakarim Boto, qui avait 40 ans. 40 ans, il restait 40 ans ministre. Imaginez la colossale richesse de toutes ces personnes. Là, lui, il en a fait 20 et quelques. Mais, toujours est-il qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc, il leur faut une fois de plus revenir aux affaires. Il leur faut une fois de plus devenir des députés, des maires, des sénateurs, des ministres d'État, des vice-présidents et que sais-je. Voilà des gens totalement insatisfaits. Des gens qui ont plombé l'action de tout un État. Mais cela ne leur suffit pas. Il faut qu'ils en réclament davantage. Bonjour. Excusez-moi, je cherche comment faire pour aller derrière là. Là où on fait la route là. La route. Oui. Tout droit. Merci. Oui. Oui. Bonjour. Donc, voilà des gens qui ne se suffisent jamais. Et je vous le disais, lorsque le perroquet national disait que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens, je lui avais dit, mon frère, nous attendons que tu partes du gouvernement. On verra comment tu vas vivre selon tes moyens. Voilà. En 9 mois seulement. Lui-même, il est dû souffler. Lui qui a fait plus de 20 ans ministre, il est dû souffler.
Il dit maintenant les militaires doivent retourner à la caserne. Ah Adama. Non, Alain Claude Yebinze, mais vous êtes méchant. Les militaires doivent retourner où? À la caserne. Pour que vous reveniez au pouvoir pour nous diaiser. Non, c'est trop facile. Les militaires doivent d'abord rester là. Il faut que les militaires restent d'abord là. Pour que les petits-fils de Makaye également puissent profiter du système. Puissent jouir du système. Voilà. Donc vous voyez, là ce sont les grands travaux du CTRI. À l'époque de la primature d'Alain Claude Yebinze, il était totalement impossible d'envisager des travaux d'une telle envergure. Vous voyez bien? Vous voyez bien? Mais pourtant, ce n'est pas de l'argent qui manque à ces gens-là. Mais comme ils ne sont pas préoccupés par l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, ce qui leur intéresse, c'est leur bureaucratie boulimique, leur luxure. Oh, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Voilà un premier ministre qui ne paye rien. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas le courant, il ne paye pas la maison, il ne paye pas le carburant. Tout est cadeau, un vrai bouffe cadeau. Et à la fin de sa mandature de premier ministre, s'il avait fait 18 mois, il devait avoir une retraite dorée de plus de 10 millions de francs CFA par mois. Donc une retraite de 120 millions. Et ce sont les 120 millions là en fait qu'Alain Claude Yebinze pleure. Parce que en même temps il a la longévité gouvernementale, en même temps il a le plus petit parcours en tant que Premier ministre, donc 6 mois. Donc en 6 mois, il n'aura pas sa retraite d'ancien Premier ministre. Voilà pourquoi il est tout en colère. Parce que il a tout obtenu, Alain Claude Yebinze. Un fils de prolétaire comme David Berakoma, mais assez courageux, audacieux, astucieux et intelligent. Les gens peuvent dénier Alain Claude Yebinze de ne pas avoir le diplôme, mais dire qu'Alain Claude Yebinze n'est pas quelqu'un d'intelligent, non, ce serait trahir le secret de Satanas. Non, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Ça, il n'y a personne qui ne démentira le contraire. Donc vous voyez, ce bassin va poursuivre sa course et ils ont vite compris. Ils ont vite compris. C'est ça là l'avantage avec les militaires. Les militaires, ils arrivent à faire ce qu'ils disent. Ils arrivent à réaliser quand même un certain nombre d'infrastructures pour alléger les populations. Là, vous voyez, il y a une autre voie secondaire ici. Hein? Donc, depuis l'avènement des militaires, on voit bien qu'il y a plusieurs voies secondaires qui sont en train d'être réhabilitées, vous voyez, pour désenclaver les populations, pour améliorer significativement leurs conditions de vie. Mais il était quasi impossible, avec un Ali Bongo Niba malade, alors qu'il faisait croire à tout le monde qu'il était en parfaite santé. Il arrivait même à traiter les populations de menteurs, parce qu'on leur a dit qu'il était malade. Je ne sais pas si quelqu'un qui est frappé d'un accident cardiovasculaire aigu, avec une mobilité réduite, lui, cette personne-là, voit mieux que nous pour dire qu'il est en bonne santé, alors que tout le monde voyait qu'il était malade. Tout simplement parce qu'il fallait le laisser là, pour que ces petits collégiens émergents, fils de faubourg, de palais, des bas quartiers de France, qui sont venus nous miroiter un faux avenir au Gabon, en mentant qu'ils vont nous amener vers l'émergence en 2025. Vous voyez des acabis comme ça, une bande de plutocrates émergents macabres, des véritables bêtas. Et au lieu d'attendre que le chronogramme de la transition s'effectue, c'est-à-dire que nous devons aller aux élections en août 2025, non, ils sont déjà pressés. Ils sont déjà pressés parce que leur grenier commence à s'amenuiser, puisque ce sont des gens qui n'ont pas d'investissement. Ils n'ont pas de société, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la thésaurisation. C'est pourquoi vous retrouvez dans leur maison 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, 19 milliards. Parce que leur argent ne sert même pas à investir. Ils ne veulent même pas investir pour aider les populations. Parce que pour eux, en créant une entreprise comme le fait Jean-Boniface Assélé, comme le fait beaucoup d'autres compatriotes, ils vont donner du travail aux Gabonais.
Or, ils veulent garder des Gabonais oisifs, des Gabonais sans emploi, des Gabonais pauvres et misérables, pour mieux les asservir. Ça, c'est la politique des capitalistes sauvages, des capitalistes industriels. Maximiser les satisfactions avec le minimum de coûts, tout en exploitant l'incrédulité spéculative des populations. Donc, une population déscolarisée, une population affamée, une population analphabétisée, bonjour, est plus apte à manipuler lors des processus électoraux. Et c'est pourquoi ces individus-là arrivent à avoir le suffrage des électeurs à 3 000 francs, à 2 500, à 1 000 francs. Et les gens votaient pour eux pour un t-shirt, une casquette, une béverie, une chaussette, un lavabo, etc., etc. Mais là, ils le savent que les batailles prochaines seront difficiles. Avec l'ère des réseaux sociaux, les nouvelles technologies de l'information, la communication, tout le monde est debout. Jusqu'aux vieilles mamans de Mlengi Binza, de Ndangi Keshipou, vous la trouvez avec smartphone. Vous la trouvez dans le groupe WhatsApp. Vous la trouvez sur Instagram, sur YouTube. Donc, les pérégistes n'ont pas compris qu'il faut qu'on se taise. Il faut qu'on se taise. Du moins, c'est tous ceux qui ont mangé. Ils ont mangé à l'époque de Bongo. Ils ont mangé à l'époque d'Ali. L'époque de Ligui. Bonjour, chef. Certains parmi eux sont encore en train de manger. Et ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent encore manger, manger, manger davantage. Certains ont déjà des gros ventres comme à l'époque de mon défunt père de Bikele, que je ne cite pas le nom, pour que ses parents ne me collent pas un procès. Hein? Ils ont une espèce de boulimie, de véritable gargantua. On ne comprend pas. Hein? Écoutez encore les noms de ceux-là qu'on vient de nommer. Les PCA par-ci, PCA par-là. Mais c'est les mêmes gens. Les gens de l'ère d'Oma Bongo Neba. Quelqu'un a 70 ans, on le nomme encore. Quelqu'un qui a 80 ans, on le nomme encore. Et pendant ce temps, la jeunesse gabonaise continue à tourner les pouces. Donc là, je suis pratiquement au terminus de cette excursion de ce bassin versant que je suis en train de vous montrer. Donc tous ces travaux-là sont réalisés par le CTRI. Le CTRI également, qui a pour ossature le Conseil national de la transition, constitué de plusieurs généraux. Et Iloko les a identifiés, paraît-il, ils sont 11. Donc les 11 généraux également, il faut voir comment les évaluer. Moi, je ne sais pas pourquoi les populations perdent le temps. Non. À l'époque d'Ali Bongo Niba, on ne pouvait pas évaluer les acteurs politiques étatiques. L'avantage avec Oligui Nguema, c'est que on peut évaluer ces acteurs. On les colle à la semelle, on poursuit leurs projets. Ceux qui travaillent, on dit ceux-là, ils travaillent. Les feignants qui ne travaillent pas, on les vend. On les vend aux détenteurs de poids, on dit que ceux-là ne travaillent pas, ils ne font rien. Et puis on demande un changement, comme à l'époque du Chabat. Regardez le ministre de l'économie avec le ministre du budget. Mais leur bilan est catastrophique. Est-ce que le dire fait de moi un opposant? Fait de moi un opposant contre le CTRI? Non. C'est le constat que nous faisons. On voit bien que les indicateurs macroéconomiques sont en train de s'amenuiser avec un risque énorme. Je ne dirais pas d'une banqueroute, mais d'un endettement excessif. Et même le Fonds monétaire international nous a déjà interpellés pour cela. Et il a même donné des pistes de solutions pour que nous n'arrivions pas à une banqueroute. Donc, il faut que les gens le comprennent. Cette transition, elle est la nôtre. Et nous devons tout faire pour que cette dernière ne nous échappe pas. Donc là, je suis au terminus, comme vous le voyez. Et vous avez les travailleurs de cette entreprise de l'autre côté qui continuent à faire leur travail. Et ce sont des jeunes compatriotes gabonais qui ont choisi d'aider la transition en participant activement au développement de leur pays. C'est ce Gabon que nous voulons.
ce Gabon construit par des Gabonais. Et je le disais à ce Béninois-là qui voulait arracher le terrain de ma belle-sœur, que ici, ce n'est pas le Bénin. Ici, ce n'est pas le Bénin. Ce n'est pas le Mali ici. Le Burkina Faso. Non, ici, c'est le Gabon. Regardez tous ces frères africains, comment ils sont contents. Parce que mon père, Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, a gagné les élections législatives. Parce qu'ils avaient la peur que Marine Le Pen puisse avoir la majorité et mettre des bateaux à disposition pour les rapatrier chez eux. Voilà des gens qui refusent de rentrer chez eux, mais qui chaque jour critiquent la France. Critiquent les méthodes brutaux, les méthodes brutales des acteurs politiques français. Mais vous avez appris en France, vous avez les diplômés, rentrez chez vous. Allez-y, développez votre pays. La France appartient aux Français. Mais qu'est-ce que vous leur reprochez? Au point où tous ces détenteurs de fausses doubles nationalités, ces nègres qui se font passer pour les Français, et ils ont préféré voter pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que pour eux, voter pour Marine Le Pen, alors là, ce vote-là allait entraver leur processus d'évolution. Et ils allaient plus bénéficier des allocations familiales généreuses